Bonjour ou bien le bonsoir, peu importe alors que vous regardez cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va parler de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Ce 25 avril 1986 devait avoir lieu un test. En journée, afin de vérifier la sûreté du réacteur numéro 2. Un contretemps oblige les employés de Tchernobyl à le repousser de nuit. C'est donc une équipe inexpérimentée, dépourvue de connaissances pratiques en physique nucléaire, qui va s'en charger. Le 26 avril, il est 1h du matin environ. Les employés sont dans la salle de contrôle. Le directeur n'a pas voulu rester. L'exercice est dirigé par Anatoly Diatov, qui est l'ingénieur-chef. Ils sont présents à ses côtés Alexander Akimov, qui dirige l'équipe nocturne, et Leonid Tokpounov, un ingénieur contrôlé. Désolé si je ne prononce mal les prénoms. À 1h20, il passe en revue les procédures et la feuille de route. L'objectif est de réduire progressivement la puissance du réacteur, enfin d'observer sa réaction en cas de panne. En fait, elle était réduite depuis la veille, date initiale du test, atteignant maintenant 7% de ses capacités. En fait, en cas de coupure de courant, les pompes à eau qui refroidissent le mélange nucléaire ne fonctionnent pas. Alors que les générateurs d'eau qui refroidissent le mélange nucléaire fonctionnent. Les diesels prennent le relais en une dizaine de secondes. Le test vise à vérifier que l'énergie produite par des turbines encore en mouvement durant ce bref intervalle suffit à actionner les pompes, assurant la sécurité du dispositif. C'est une expérience de routine pour eux. Le test commence à 1h23 et 4 secondes. Dans le réacteur non refroidi, la température s'élève très vite. Le cœur surchauffe. La pression à l'intérieur du réacteur augmente en une poignée de secondes. Tokpounov, alarmé, prévient son supérieur à 1h23 et 40 secondes. Ils comprennent que le cœur s'emballe. Akimov décide d'actionner l'arrêt d'urgence en pressant le bouton AZ-5. Les barres de contrôle, censées réguler la fiction en absorbant une certaine quantité de neutrons, s'enfoncent vers le cœur du réacteur, mais trop tard. Le réacteur est déjà hors de contrôle. Il produit désormais 100 fois sa puissance nominale, à 1h23 et 44 secondes. Moins de 2 minutes après le début de l'expérience, une violente explosion retentit. Le couvercle du réacteur, une chape de béton et d'acier lourde de 2000 tonnes, est instantanément soufflé dans les airs et retombe à travers le réacteur qui endommagera son cœur. Une colonne de vapeur irradiée s'élève au-dessus du réacteur numéro 4. Le panache de fumée monte à 1200 mètres de hauteur et franchit les frontières de la Biélorussie. Plus tard, celle de la Pologne, de la Finlande et des autres pays qui sont à côté. Alertés par l'explosion, braquant leur regard vers la centrale nucléaire, des témoins voient s'élever du réacteur endommagé un halo bleuté et fluorescent qui troue la nuit. Propagé par les débris, le feu se répand sur le toit du réacteur numéro 3 voisin.
Malgré la gravité de la situation, les opérateurs de la salle de contrôle pensent encore que le cœur numéro 4 est intact. Ils ignorent qu'il reçoit des doses mortelles de radiation qui leur sera fatale 3 semaines plus tard. Dans la caserne de pompiers, qui voisine Pripyat, une alarme automatique s'est déclenchée. 4 équipes de pompiers se mobilisent aussitôt. Ils arrivent sur les lieux, ils découvrent un décor encombré de débris de grévite irradiés, de poussière et de fumée. Ils n'ont aucun équipement de protection adéquat. Grégory Kamel, qui est l'un des soldats du feu, observe la situation et ses camarades qui ramassent discrètement des morceaux de gravite sans se douter une seconde de la gravité de la situation. Les brigades de pompiers combattent les flammes au goût métallique, diront-ils, jusqu'à 5 heures du matin. Un teint de vomissements, de brûlures et de nausées et de sensations de piqûres sur leur visage. La plupart des pompiers sont évacués vers l'hôpital de Pripyat. Alors que certains employés de la centrale, qui sont durement touchés, sur place, les infirmiers sont surchargés de travail et les dosimétres s'affolent. Les radiations viennent des patients eux-mêmes. Au petit matin, le travail des pompiers est terminé, entre parenthèses, car ils croient avoir réussi à circonscrire l'incendie. Gorbatchev et les autres membres du Politburo soviétique ont été informés dans la nuit de la catastrophe, qu'on cherche à minimiser. Des policiers sont tout de même dépêchés sur place pour couper les routes. En outre, la majorité des résidents de Pripyat se réveillent sans savoir de l'accident qui a eu lieu dans la nuit. Une habitante qui se nomme Libev Koklavaskaya, désolé je prononce très mal les noms, ne reconnaît pas les rues. Elle dira de la ville au lendemain de la catastrophe. Toutes les routes étaient couvertes d'eau et d'un liquide blanchâtre. Tout était blanc, mousseux, même les bords de trottoir, excusez-moi. Mais les gens marchaient normalement, il y avait des enfants partout, il faisait très chaud. Les gens continuaient à faire leur vie. Des bus sont affrétés depuis Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, sont arrivés dans la nuit, et la présence des militaires vont vite acquitter la population. À 11 heures, c'est l'évacuation de toute personne dans un rayon de 30 km autour du site qui est ordonnée par Boris Chaberina, qui est vice-président du Conseil des ministres de l'URSS. Les haut-parleurs résonnent d'instructions qui se veulent rassurantes. En voici une. Ne prenez que le strict nécessaire, de l'argent, vos papiers et un peu de nourriture. Aucun animal domestique. Vous serez très vite de retour, dans 2 ou 3 jours. La plupart des habitants qui embarquent dans les bus de l'armée ne remettront jamais les pieds sur place. Pendant ce temps, la décontamination de la centrale nucléaire se poursuit. L'idée est maintenant de vidanger les 3 piscines nucléaires où s'écoule encore un mélange de matériaux irradiés à 1200 degrés. 3 ingénieurs s'aventurent dans les corridors inondés de la station pour actionner les valves et vider les piscines. Équipés de combinaisons de plongée, de masques de protection, de lampes torches et de dosimètres, Alexis Anakko, Valérie Beskalov et Boris
Baranov partageront plusieurs dizaines de minutes dans les couloirs obscurs de la centrale, avec de l'eau réactive jusqu'à leurs genoux. Par miracle, ils vont s'en sortir et accomplir leur mission. Le gouvernement soviétique consent enfin à reconnaître l'accident de Tchernobyl dans un communiqué télévisé de 20 secondes, qui est très peu. Il sera déclaré: il y a eu un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'un des réacteurs nucléaires a été endommagé. Les effets de l'accident sont en passe d'être remédiés. Une assistance a été apportée aux personnes infectées. Une commission d'enquête a été mobilisée. Loin d'être une initiative transparente de la part du Kremlin, il s'agit d'une réponse à un rapport alarmant émis depuis Stockholm, qui signale une radioactive inhabituelle charriée par les vents jusqu'en Scandinavie. Fidèle à la culture du secret, éprouvée depuis Staline, les autorités soviétiques vont minimiser l'accident, affirmant que tout est sous contrôle. La situation des événements qui vont suivre vont leur donner complètement tort. Le 4 mai 1986, une nouvelle alerte se fait entendre depuis la centrale. L'uranium irradié se libère du corps qui s'enfonce progressivement dans les sols, risquant de contaminer l'aquifère qui est la nappe d'eau souterraine. Situé sur le réacteur, au bout du voyage, les matières radioactives pourraient empoisonner la mer Noire, créant des dommages écologiques sans précédent. Pour stopper l'écoulement, 400 charbonniers sont réquisitionnés depuis les mines de Touba et d'Abès, dont le sous-sol est similaire à celui de Tchernobyl. L'objectif est simple, est de creuser une galerie de 130 mètres, puis injecter du nitrogène liquide sous le cœur endommagé afin de le refroidir. Les mineurs s'exécutent et viennent à bout de leur tâche en 6 semaines. Pendant ce temps, à Kiev, les autorités soviétiques ont décidé de fermer les écoles et inviter les habitants à se confiner chez eux. Pas si simple que ça finalement. Depuis le début de la catastrophe, 12 milliards de becquerels ont été rejetés dans l'atmosphère. Littéralement brûlés par les radiations, la forêt, à côté de la centrale, a pris une étrange teinte rouge et brume et les arbres sont morts sur pied. Le 14 mai marque le début du travail des liquidateurs. Ces hommes qui seront mobilisés pour décontaminer le périmètre autour du site de Tchernobyl. Ils sont entre 200 et 800 000 mineurs, soldats, pompiers à participer à cette vaste opération. Certains arrachent la terre radioactive au bulldozer. D'autres enfouissent des matériaux contaminés, ça peut être des vêtements, outils, débris, véhicules, hélicoptères, etc., qui ont tous participé aux manœuvres d'évacuation. Dans des immenses fossés, qui sont près de 800, seront creusés autour de la centrale. D'autres, enfin, seront chargés d'éliminer le bétail et les animaux domestiques qui errent à Pripyat et aux alentours de la centrale. Cela va durer jusqu'en 1988. Le 14 décembre 1986, la construction du premier sarcophage de Tchernobyl est terminée. Son but, contenir complètement les émissions radioactives de la centrale endommagée. Ils iront couler jusqu'à 300 000 tonnes de béton. On prend la précaution de protéger les ouvriers derrière des boucliers, tandis que les grutiers officient depuis des cabines en graines de plomb.
On estime alors que ce manteau suffira à protéger l'environnement des contaminations pendant près de 30 ans. Et à la fois, la centrale a été rouverte d'un nouveau sarcophage, l'Arche de Tchernobyl sera son nom, à l'échéance de ce délai qui aura lieu fin 2018. Un premier bilan financier de la catastrophe est annoncé. L'accident a coûté au gouvernement soviétique pas moins de 18 milliards de roubles, mais aussi une politique et diplomatique qui mettra l'URSS face à ses propres défaillances. Fin 1986, l'exploitation de la centrale de Tchernobyl a repris, jusqu'à fin de l'année 2000. Le bilan, selon les autorités soviétiques, font état de 31 morts. Mais l'Organisation mondiale de la santé dresse en 2005 un bilan de 4000 décès. On doit être forcé de reconnaître que le nombre de victimes est difficile à estimer et on le saura réellement jamais. La catastrophe de Tchernobyl aura 3 conséquences durables. Le premier, elle contribua à la poussée des mouvements antinucléaires, d'où écloront bientôt les premiers partis verts. 2. Elle entraînera un renouvellement biologique dans des régions contaminées. 3. Elle sera l'une des causes de l'effondrement du bloc soviétique, signé de son retard technique et d'un mode de gouvernement obsolète. Tchernobyl n'est pas la première centrale nucléaire, car en 2011, ça sera Fukushima qui connaîtra également un désastre nucléaire. Pour revenir à Tchernobyl, je ne peux que vous conseiller la série que HBO ont fait en 2019 qui résume très bien cette catastrophe. La série est en 5 épisodes. Vous pouvez regarder en streaming sur le site HBO Cellier ou l'acheter en DVD sur Amazon ou la Fnac. Pour moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À très bientôt.